mon chargeur, s'il te plaît, là. Alors, on est en ligne déjà, Vincent, on nous voit, on nous entend. Bon, tout va bien, je peux me détendre. Voilà, tout va bien, on est rassuré. Je te présente Arnaud de Carmontran de l'association Le Rocher. Salut Et moi, je Arnaud. présente Vincent. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà croisés dernièrement ou pas, si vous vous connaissez. Je ne crois pas. Enchanté. Non, je pense pas Arnaud, hein. Bienvenue. Non, non, je ne pense pas. Alors, on va laisser le temps aux gens d'arriver, à la fois sur Zoom et sur Facebook. Donc, bienvenue Vous à tous m'entendrez ceux bien? On t'entend très bien. Voilà, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur Facebook et sur Zoom pour assister à ce live, ce 5e live organisé par le Forum 104 en ce temps de confinement qui aura pour thème « Accompagner les plus fragiles en ce temps de crise sanitaire », témoignage de 2 directeurs d'associations engagés. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions via les commentaires sur Facebook et via les questions-réponses sur Zoom. Alors, on va démarrer d'ici une petite minute. On est ensemble à peu près 40-45 minutes. C'est ça, exactement. Pas plus longtemps. Là, vous me voyez toujours bien, Frédéric? Oh, tout va toujours bien, ouais. Peut-être un peu loin de l'écran. Peut-être que si tu peux te rapprocher, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, c'est mieux? C'est mieux, ouais. Je pense que c'est mieux. Voilà, bonjour à vous tous. Donc ce soir, pour ce 5e live qui a pour thème « Accompagner les plus fragiles en ce temps de crise sanitaire », avec 2 directeurs d'associations engagés que je présenterai tout à l'heure, Arnaud de Carmontran et Vincent de Coninck. Alors cette crise sanitaire est aussi une crise humaine, une crise sociale, et elle frappe aussi, et en premier lieu, les plus fragiles, et peut aggraver de façon dramatique les inégalités sociales et économiques. Et alors aujourd'hui, on a eu envie de regarder de manière de plus proche cette réalité, cette situation, et notamment en regardant comment le confinement a été vécu à la fois dans les cités et également par les personnes de la rue, par les migrants. Comment leur venir en aide, comment des associations aujourd'hui travaillent au contact des habitants des cités et des personnes de la rue, et aussi peut-être se tourner vers l'avenir et comment envisager l'après-confinement. Alors avec nous ce soir, donc Arnaud de Carmontran, bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes Bonjour, directeur de l'association Le Rocher Oasis dans les cités. Vous êtes directeur depuis 2018. Vous avez basculé dans le monde de l'économie sociale après 20 ans passés dans des grands groupes, Nestlé, Suez, Engie. Et vous avez eu envie de faire des ponts entre ce que vous appelez les cités d'un côté et l'autre rive de la société française grâce au Vivre avec. Alors, Le Rocher, je présente rapidement, est une association loi 1901 d'éducation populaire, catholique dans son identité et laïque dans son objet. Elle a pour but de mettre en place des actions éducatives, sociales, culturelles avec les enfants, les adolescents, les adultes, les familles des quartiers urbains en difficulté. Et vous faites le choix d'habiter dans ces quartiers urbains en difficulté pour y tisser des relations de proximité et de confiance avec les habitants, source de tout développement. Vous avez une équipe de salariés permanents et vous avez également des antennes, 8 si j'ai bien compté, dans les quartiers aujourd'hui, avec une quarantaine de volontaires âgés de 18 à 25 ans. Voilà, donc vous avez des petites communautés qui habitent ces quartiers, vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Vincent de Coninck, bonjour. Bonjour. Alors Vincent, vous êtes directeur de la Belge depuis 2-3 ans, c'est ça, si ma mémoire est bonne? Oui, Et avant, vous avez été chargé de mission pour le Secours catholique. Vous étiez en charge, je crois, si ma mémoire est bonne, des migrants, du dossier migrants, enfin plus qu'un dossier même, du volet migrants du côté de Calais pendant quelques années. Tout à fait. Alors à la Belge est une association qui propose un accompagnement global à celles et ceux qui habitent dans la rue, ceux qui sont exclus de notre société. Vous allez vers, vous accueillez, vous logez, vous soignez, vous insérez par l'activité économique et vous gérez un certain nombre de services, de lieux, d'établissements. Vous êtes également d'inspiration chrétienne, mais vous avez une démarche résolument laïque, notamment pour mobiliser largement la société civile.
Et aujourd'hui, la Belge, si j'ai bien compté, c'est un peu plus de 500 salariés sur la métropole lilloise, puisque votre association est basée sur la métropole lilloise essentiellement. Alors, plutôt 300 salariés, Frédéric, et 200 bénévoles à peu près. Voilà, alors 300 salariés, 200 bénévoles. Merci pour cette correction. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre, c'est comment vous vivez ce confinement dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale. Voilà, qu'est-ce qui résonne en vous pendant ce temps de confinement de manière plus particulière? Peut-être Arnaud, je vous laisse commencer. Merci. Alors, vous ouvrez très large, en tout cas social, familial et puis professionnel. Moi, j'ai beaucoup de chance, en tout cas dans cette période-là. J'ai beaucoup de chance que je suis avec mes enfants. Mon épouse continue à travailler. Mon épouse est psychiatre, donc elle va continuer en tout cas à travailler, à se déplacer. Moi, j'ai beaucoup de chance et par contre, je vis ce confinement de manière très profonde, en tout cas de manière très particulière, connecté avec l'ensemble des équipes et l'ensemble des habitants des quartiers, sachant que je suis en permanence en lien avec toutes les familles et tous les jeunes qui sont dans les différents quartiers, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et en fait, c'est une profonde communion, en tout cas, par rapport à tout ce que j'entends. Voilà. Et pour vous dire, c'est que moi, j'ai de la chance. Voilà. J'ai de la chance avec nos enfants. Ça se passe bien. Mon épouse continue à travailler. Et en même temps, j'entends toutes ces souffrances qui remontent à travers l'ensemble des salariés, des volontaires et des bénévoles. Et donc, il y a une très forte communion avec tout ce qui se passe en France, avec des gens qui, mais on l'évoquera tout à l'heure, qui ont nettement moins de chance et en tout cas qui vivent dans des territoires qui sont plus compliqués et dans des appartements qui sont beaucoup plus petits. Donc, c'est à la fois une chance familiale, voilà, d'avoir un certain nombre d'opportunités de voir ses enfants autrement et en même temps une grande résonance avec toutes les souffrances qu'on entend tous les jours. Voilà. Et puis d'un point de vue professionnel, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une réorganisation absolument totale de l'ensemble de nos modèles et de nos modalités d'organisation et d'action. Mais voilà, ce que j'aurais envie de retenir, c'est surtout voilà, un lien et une écoute de toutes ces souffrances dans ce pays. Merci Arnaud. Vincent, comment ça se passe pour vous à Lille? Écoute, moi, d'une certaine façon, j'ai beaucoup de chance également parce que je vis ce confinement de façon pas très confinée en ce qui me concerne, puisqu'à la Belge Solidarité, on a fait le choix de garder ou d'essayer de garder toutes nos structures ouvertes parce que ça nous paraissait indispensable. Donc, pour ma part, ben voilà, je suis sur le pont et je suis auprès des équipes, je travaille. À la maison, on est 7. Le reste de la famille est confiné. Julie, ma femme, est institutrice. Voilà, dans un quartier populaire à Villeneuve-d'Ascq, dans la banlieue de Lille. Donc, elle essaie de maintenir le lien avec l'ensemble de ses élèves. Et puis, on a 5 grands ados là, à la maison. Et ça se passe de façon assez sereine. Moi, ce qui me marque avant tout et ce qui me touche, c'est que je trouve que cette crise, on y reviendra tout à l'heure, elle est révélatrice des tensions qui habitent notre société. Et bien évidemment, malheureusement, ce sont encore les personnes les plus vulnérables hein, qui en font les frais. On pourrait y revenir en parlant des gens qui sont privés de domicile. Et ce qui me touche aussi pendant cette période, c'est la solidarité. Je trouve qu'il y a un bel élan de solidarité. En tout cas, nous, à la Belge Solidarité, on a vraiment eu, après les premiers jours où il a fallu se réorganiser, beaucoup de soutien de la part de gens qui nous connaissaient ou qui ne nous connaissent pas, qui apprennent à nous connaître. Et c'est aussi ça que j'ai envie de retenir d'abord. C'est cet élan de solidarité, d'attention de la part d'autres personnes. Moi, je fais le souhait, en tout cas, c'est mon espérance, que cette crise, elle permette peut-être d'éveiller des consciences et de redémarrer autrement. Merci Vincent. Alors effectivement, l'idée c'est de voir à travers ce live, de voir ce que ça a bouleversé à la fois dans la vie des publics que vous accompagnez les uns et les autres, hein, dans la vie de vos équipes également. Voilà, qu'est-ce que cette crise finalement a révélé, qu'est-ce qu'elle a changé? Peut-être commençons par les cités. Du coup, Arnaud, vous êtes en contact quotidien avec les salariés et les volontaires qui vivent dans ces quartiers. Et je sais qu'il vous remonte énormément de choses par rapport à
ce qui est vécu dans ces quartiers. Bon, merci. Et moi, comme Vincent, ce que je veux bien, c'est mon propos autour de trois axes. Premier, très parallèle à ce que dit Vincent, hein, beaucoup de souffrance. Et donc, je veux bien vous illustrer avec les deux, trois, en tout cas deux, trois thèmes qui reviennent souvent. Je pense une grande créativité, beaucoup d'initiatives et de solidarité. Ça pourrait être un peu le deuxième axe. Et puis un troisième, nous, à travers la France, on est très en lien avec des préfectures et les collectivités territoriales. Et là aussi, de voir en tout cas des dynamiques de territoire qui se sont mises en place très tôt. Voilà. Si ça vous va, en tout cas, Frédéric, autour Bien, allons-y. Le premier, nous, au bout d'une semaine, on a eu envie d'écrire. Et on a écrit un petit papier qu'on a appelé l'appel, dans lequel on a mis 4 cris en évidence, et je pourrais peut-être les illustrer. Un premier cri autour d'une grande détresse, en tout cas d'un certain nombre d'habitants qui se sont sentis complètement démunis. Je prends l'exemple, alors je ne sais pas si je vais nommer les gens ou pas, je vais voir, peut-être que je ferai un peu les deux. En tout cas, je prends l'exemple. Alors, donc, nous sommes présents dans 9 quartiers prioritaires de la ville, enfin, quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui va de Bondy, les Mureaux, et puis qu'en descendant jusqu'à Marseille, quartier nord, à côté de Lyon, Toulon, Grenoble et Nîmes. J'ai l'exemple d'une famille qui, dès le premier temps, ne sachant très peu lire le français, ne comprenant pas, en fait, paniquait par cette problématique des attestations. Voilà, donc une très grande détresse dans tout ce qui est arrivé. Et donc, un de nos premiers, et là, je vais mélanger peut-être la souffrance et notre action. Un des premiers, ça a été d'aller vers les gens pour essayer d'expliquer ce confinement. Et je sais qu'on a fait aussi des tournées de halls et autres pour distribuer les attestations, simplement pour accompagner ces familles, toujours en respectant les mesures de barrière de protection. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, autour d'aller vers eux, par rapport à cette détresse-là, et très vite, moi je vois par exemple Bouchra qui nous a dit en fait je pète les plombs, voilà, ne nous abandonnez pas. Alors ne nous abandonnez pas, pourquoi? Parce que les équipes à Bondy, on est là depuis 20 ans, et en fait il y a des familles et des jeunes qui habitent dans un certain nombre d'appartements depuis 20 ans au même endroit. Voilà, à Toulon c'est depuis plus de 15 ans et à un certain nombre d'endroits, donc ça a été vraiment ce cri de nous abandonnez pas. Le deuxième cri, ça a été beaucoup de l'épuisement et du découragement. Vous savez, un certain nombre de familles, alors il y a des familles isolées ou en tout cas des personnes isolées, et puis beaucoup de familles qui peuvent avoir 4, 5, 6 enfants dans des petits appartements. Et donc là, très vite de l'épuisement et des découragements parce que compliqué à gérer. Le troisième cri qu'on a entendu, et Vincent parlait de son épouse, de sa femme qui est instite, un enjeu énorme autour de l'école à la maison. Très important enjeu. Le ministre Blanquer avait en tout cas posé l'enjeu de la continuité pédagogique. Vous pouvez imaginer que pour certains, c'est un défi absolument immense. Alors, je ne dis pas pour tous, en tout cas pour certains, et quel que soit de l'endroit où il est par rapport à cette fracture sociale, en tout cas dans ces quartiers-là, peut être un défi énorme. Moi, je pense par exemple à Idia. Idia, elle a un téléphone portable avec un petit forfait et elle n'a pas d'accès à Internet. Voilà, et elle a 2 enfants, et donc c'est compliqué de recevoir en tout cas le travail par mail. Et je pense à une autre famille qu'on accompagne, 7 enfants, pas de Wi-Fi. Voilà, donc c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour les accompagner? On les a accompagnés, et puis en fait, ils se sont connectés avec les voisins du dessus pour avoir un peu de Wi-Fi. Et ça passe par un téléphone portable. Et ce téléphone portable, le Wi-Fi, il est captable que dans la cuisine. Donc, ça veut dire que c'est pendant que les repas ne sont pas faits, et puis vous comprenez bien, quand il y a 7 enfants, c'est compliqué. Voilà, donc ça, c'est le troisième enjeu. Et puis, le quatrième, c'est la peur de la privation, de la peur du travail. Voilà, et ça, c'est un enjeu qui est arrivé assez vite, et puis qui s'amplifie de manière assez nouvelle depuis 3 semaines, 1 mois, sur la privation alimentaire. Donc, un très gros enjeu aujourd'hui, en tout cas de l'enjeu de l'alimentation de toutes ces familles, parce que vous comprenez bien que beaucoup de choses ont été chamboulées. Voilà, ça c'est les 4 cris que nous on voit. Alors certaines naissent et d'autres peut-être avec certaines familles qui arrivent à peu près à s'apaiser. Et puis de manière beaucoup plus, j'allais dire, avec de l'espérance,
des grandes solidarités qui montent. Par exemple, dans un des départements où on est, le département nous a donné des draps en nous proposant d'aller voir des habitants, en leur proposant de fabriquer des masques. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et on a le retour de Chantal qui, alors, elle est couturière en fait de formation, elle n'a pas d'emploi. Et en fait, donc on lui a demandé de fabriquer des masques et elle nous a dit merci de penser à moi. Voilà. Et puis, je pense ailleurs, une femme en fait qui vient prendre des nouvelles, voilà, des volontaires et de la famille qui est sur place. Voilà. Alors que peut-être nous, on pensait qu'on pourrait aller en tout cas vers elle. Et c'est elle qui vient vers nous en disant mais comment est-ce que vous vivez comment est-ce que vous vivez ce confinement? Et puis des choses plus joyeuses encore, c'est sans doute Rachida qui découvre qu'avec ses 3 enfants, ben, en fait, les choses sont possibles. Voilà, que les choses sont possibles et qu'ils arrivent à ne pas se disputer et puis peut-être que les liens se resserrent. Voilà, et puis c'est beaucoup d'initiatives. Moi, je suis encore frappé par des bailleurs sociaux qui nous donnent des listes de familles en disant voilà, on voudrait avoir une attention particulière pour les familles monoparentales. Donc, par exemple, dans le quartier dans lequel on est, à Marseille, quartier Nord, ben voilà, on a 150 familles monoparentales vers qui il faut qu'on aille, visiter. Alors, vous comprenez bien qu'on a complètement tout changé. Nous, c'est comme Vincent, notre cœur, c'était aller vers. C'était aller dans la rue, c'était faire du porte-à-porte, c'était en physique, c'était de faire des ateliers de français, c'était de faire de l'accompagnement à la scolarité. Donc, on a tout changé. Ça veut dire que maintenant, c'est par téléphone, c'est par Skype, c'est par WhatsApp, ou alors on se met en bas des immeubles et on dit coucou, on passe des devoirs, on passe sur un pas de porte pour imprimer peut-être un devoir quand la famille n'a pas d'imprimante. Voilà, en tout cas de nos côtés, c'est une transformation totale de nos modalités d'action pour essayer de répondre très modestement en fait aux cris et aux souffrances qu'on entend. Voilà, mais d'abord comme habitants, parce que l'ensemble des équipes sont habitants dans ces quartiers, et puis après, et plus récemment, en tout cas sur le sujet des paniers alimentaires ou des chèques services, c'est de donner un coup de main à des associations qui sont sans doute plus spécialisées dans l'apport de paniers alimentaires. Mais voilà, c'est toutes ces réalités qui sont ces réalités de ces quartiers où il y a beaucoup d'énergie, mais malheureusement beaucoup de souffrance. Merci Arnaud pour ce voilà, vous nous avez aidé à poser le cadre, le décor de ce qui se passe dans les cités. Donc un paysage assez contrasté, à la fois de la souffrance, mais également aussi de la créativité, aussi de la solidarité. Est-ce que Vincent, comment ça résonne pour vous par rapport à la Belge? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce paysage ou est-ce que c'est différent? Oui, si tu veux, nous concernant, il a fallu également faire preuve de beaucoup d'adaptation. Comment rester confiné chez soi quand on n'a pas de chez soi? Et dès lors que le confinement était instauré, c'était pour nous un vrai sujet de dire mais que vont devenir les gens qui n'ont pas de domicile? Et ce qui nous a amené, je dirais, assez vite à avoir le désir de maintenir tous nos lieux d'accueil ouverts, y compris les accueils de jour, fût-ce en mode dégradé, ça a été de se dire, mais pour ceux qui sont dehors, la situation va devenir absolument impossible. Et donc, c'est difficile de globaliser parce que je dis souvent que les SDF, ça n'existe pas. Il y a autant de parcours, que de personnes et de situations que de personnes. Ce qui nous a beaucoup touché, c'est alors sur nos lieux de soins et sur nos lieux d'hébergement, bien évidemment, il était hors de question de fermer, mais ce qui nous a interrogé très vite, c'est l'impossibilité de confiner des gens pour qui le confinement n'est pas entendable ou n'existe pas. Quand on a vécu à la rue pendant des années, hein, la particularité de la Belge Solidarité parmi les gens de la rue, c'est de rencontrer ceux qui sont peut-être les plus éloignés. C'est impossible d'être confiné et d'être enfermé. Et nos lieux d'hébergement et d'accueil ne sont pas des lieux de privation de liberté. Et donc, on a dû d'abord, nous, faire tout un travail de pédagogie et de dialogue avec les gens pour essayer de leur expliquer ce qui se passait et de les inviter à sortir le moins possible. Mais pour la plus grande partie d'entre eux,
ne pas sortir, c'est juste pas entendable. Voilà, il faut s'imaginer que quand on a vécu parfois des années dans la rue, par exemple, ne serait-ce que dormir dans une pièce fermée avec la fenêtre fermée, c'est physiquement pas possible. Alors rester enfermé plusieurs semaines, vous imaginez bien que c'est pas possible. Donc on a fait le choix voilà, de poursuivre les actions qu'on menait en essayant avec la plus grande pédagogie possible, un peu à la fois, de dialoguer et de faire en sorte que les gestes barrières, l'explication de ce qui se passait se mettait en œuvre. Et sur nos accueils de jour, on a fait le choix de maintenir tous les services ouverts en invitant les gens, parce que nos locaux sont un peu exigus malheureusement. On a fait le choix d'inviter les gens à venir, à venir profiter des services qu'on offrait, mais à essayer de ne pas rester, de ne pas stagner. On a un peu de chance, c'est qu'en ce moment il fait beau. Mais ce n'est pas simple et je trouve que cette crise, elle est vraiment révélatrice du manque de places d'hébergement. Il y a vraiment des places qui se sont ouvertes. Il faut saluer l'effort qui a été fait. Il y a des places qui se sont ouvertes sur la métropole lilloise. Alors après, la difficulté, c'est que parfois, ce n'est pas forcément des places en logement individuel. Mais restent dehors aujourd'hui, sur l'île, les personnes les plus éloignées, c'est-à-dire les personnes qui ont des troubles psychiques, qui parfois ne se rendent même pas compte de ce qui se passe, et les personnes qui ont des addictions. Et voilà, alors c'est très compliqué pour elles parce que vous imaginez bien, il n'y a plus personne dans les rues. Donc pour celles qui ne vivent que de l'aumône et de la manche, il n'y a plus de manche, ou alors il y a très peu de points de manche. Ils sont autour des magasins alimentaires, ils deviennent de plus en plus chers et on voit monter de la violence parmi les gens qui restent encore dehors aujourd'hui. Il y en a un certain nombre qui ont été hébergés, mais parmi celles qui restent dehors, on voit monter de la violence parce qu'il faut pouvoir avoir un point de manche. Et voilà, donc j'ai envie de dire que notre action, nous, il a d'abord fallu 10-15 jours pour se réorganiser et mettre en place les protocoles. Et aujourd'hui, notre vrai souci, c'est comment rejoindre et accompagner ceux qui sont les plus vulnérables et qui sont les plus perdus, à savoir les personnes vraiment qui ont des troubles et les personnes qui ont des addictions pour qui c'est vraiment insupportable. Moi, ce qui me marque aussi, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ce confinement et que pour les gens, en tout cas pour la majorité des gens que nous on rencontre, c'est juste pas entendable de se confiner. Et parce que la façon dont elles ont été contraintes de vivre depuis des mois fait que c'est juste insupportable. Et voilà. Alors, une question, Vincent, qu'on se pose, et que je te pose et je pose également à Arnaud, c'est est-ce que au niveau sanitaire, est-ce que les populations, les publics, les habitants des cités et les habitants de la rue sont proportionnellement plus touchés que les autres catégories de la population par rapport au Covid-19? Alors écoute, ce qui me marque beaucoup, et c'est un constat que je partage avec l'ensemble du réseau associatif qui œuvre auprès des personnes privées de domicile, c'est que jusqu'ici, globalement, on a peu de personnes touchées. Nous, on était extrêmement inquiets parce que quasiment toutes les personnes qu'on accompagne ont des grandes fragilités du point de vue santé, des comorbidités. Dans notre centre d'hébergement où on a 110 personnes, avec les médecins de notre centre de santé, on avait établi qu'il y avait plus de 45 personnes vraiment à très haut risque. Et jusqu'ici, on n'a quasiment pas eu de cas, ou en tout cas les 2-3 cas soupçonnés, parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic, ça se passe plutôt bien. Et je crois que cette crise, elle est très révélatrice finalement en ce qui concerne les personnes privées de domicile, de la pauvreté relationnelle. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait en échangeant avec les collègues, c'est que, en fin de compte, elles ont un réseau de relations tellement pauvre qu'en ce moment, quelque part, ça les protège parce que, bon, il faut l'admettre, elles ne sont pas très confinées, nous, les personnes qu'on accompagne. On en a beaucoup qui continuent à sortir, mais finalement, elles ne rencontrent que leur père. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de manches et que les gens, quand ils les croisent, ils font un détour de 2 mètres. Nous, les personnes qui font l'aumône, elles nous réclament des gants pour mendier parce qu'elles nous disent que les gens, ils ont peur de venir glisser la pièce dans leurs mains. L'hypothèse qu'on fait, c'est que finalement, elles ont si peu de relations
que quelque part, ça les protège. En tout cas, c'est très étonnant pour nous de voir, et c'est partagé par l'ensemble des partenaires associatifs, de voir le peu de cas ou le peu de personnes qui sont contaminées. Donc, je pense que cette crise est vraiment révélatrice de la précarité et de la pauvreté relationnelle des personnes privées de domicile. Je vais poser la même question du coup à Arnaud. Est-ce que vous avez des retours par rapport aux quartiers dans lesquels vous êtes installés? Est-ce que vous avez des retours ou des analyses par rapport à la crise sanitaire en cours? Non, bah alors moi ce que nous faisons, hein, nous avons déjà, en tout cas à travers les salariés et les volontaires, nous sommes en relation avec énormément d'habitants et de familles. En tout cas, on ne mesure pas, en tout cas dans les endroits où nous sommes, hein, davantage de personnes malades ou autres. J'ai l'impression en tout cas que l'ensemble de la société. Après, et vous l'avez vu sûrement, un certain nombre d'articles sur le 93, et nous on est présent à Bondy depuis 20 ans, où on s'étonnait ou au contraire on mettait en lumière un taux de malades sans doute sur le 93 en tout cas plus important que dans d'autres départements. Je ne vais pas du tout rentrer dans des analyses soit médicales, soit sociologiques. C'est sûrement multifactoriel. En tout cas, nous, on le voit pas plus particulièrement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des proches de gens que nous accompagnons et autres qui sont malades. On a eu encore, et j'étais avec un des salariés à Bondy là, qui disait que oui, il y a eu 2 paires de jeunes voilà, qui, là aussi, sont tombés malades et après sont décédés. Mais je ne pourrais pas dire, en tout cas, que ça en fait quelque chose de très, très différent par rapport au reste de la société. Ça veut dire que, par contre, toutes les équipes qui sont dans ces quartiers-là, moi, me disent que le confinement, jusqu'à présent, est plutôt bien respecté et tellement bien que certaines familles ont très peur de sortir, hein, soit par peur, soit par difficulté de compréhension et autres. Voilà, donc c'est plutôt l'effet inverse et donc plutôt un confinement qui est très bien respecté. Et donc, moi, je ne vois pas, en tout cas, il ne me remonte pas de difficultés ou en tout cas de taux de malades plus qu'ailleurs, encore une fois, hein, par rapport aux 9 territoires dans lesquels nous sommes. Alors, une question que je crois que vous vouliez aborder l'un et l'autre aussi, Arnaud, vous l'avez nommé clairement tout à l'heure, et je crois que Vincent aussi, c'est quelque chose dont vous pouvez témoigner, c'est la réorganisation également des acteurs sur les territoires, les dynamiques territoriales en cours, justement pour venir en aide, hein, pour pouvoir coordonner les interventions à la fois dans les cités, mais également auprès des personnes de la rue. Vincent, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des places ouvertes qui avaient été ouvertes. Vous m'avez même dit également que par rapport aux migrants, que l'ensemble des migrants qui étaient sur la métropole lilloise avaient pu être en grande partie logés. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ces dynamiques territoriales. Bon, moi, je vais la prendre et puis pour aller dans la suite de mon propos. Écoutez, nous, acteurs de terrain, en tout cas très propres, voilà, depuis des années, il y a des très, très belles initiatives qui ont été prises et très vite, soit par des acteurs sociaux, mais je pense d'abord, évidemment, à l'ensemble des préfectures et des mairies, sur des réalités très différentes. Hein. Je prends par exemple une des collectivités dans laquelle on est implanté, nous a demandé il y a une semaine de coordonner l'ensemble de la continuité pédagogique. Voilà. Donc, et donc, nous ayant donné une liste de 250 familles, ces 250 familles ayant été signalées par les écoles. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est école, collectivité et monde associatif sur cet exemple-là qui se met en marche de manière la plus coordonnée possible. Ça veut dire que nous, en tout cas, avec les délégués du préfet, par exemple, dans les différents départements dans lesquels on est, et avec l'ensemble des collectivités, on est en lien, et l'ensemble des bailleurs, pour que ça soit le plus coordonné possible, et y compris dans le lien social, pour faire qu'il y ait des trous dans la raquette qui soient le plus petits possible. Voilà. Et il y a plusieurs endroits où, en tout cas, le lien avec les bailleurs nous ont signalé telle famille en disant il faut aller, s'il vous plaît, aller prendre des nouvelles, aller prendre soin de cette famille. Et on voit bien, et très récemment, dans un des quartiers dans lequel on est, on nous a signalé cette famille. Il se trouve qu'on a commencé, en tout cas, un soutien
à cette continuité pédagogique. Et au bout d'une semaine, on a reçu un contact de l'institutrice qui nous a dit merci beaucoup parce que déjà en quelques jours, ça a fait du bien à cette famille. Donc voilà, je pense et les exemples sont très très nombreux, en tout cas dans les 9 territoires dans lesquels on est, de cette coopération, collaboration, partenariat avec que ce soit les préfectures ou les collectivités. Et ça, c'est quand même un signe voilà, d'abord d'une prise de conscience très rapide, et puis après, en fonction des territoires et des urgences, un déploiement qui s'est fait encore en collaboration avec l'ensemble des acteurs sociaux. Vincent, de votre côté, à Lille? Alors écoute, sur la métropole lilloise, il faut souligner en effet qu'il y a eu un vrai effort de coordination avec l'État et les collectivités locales pour ouvrir des places d'hébergement supplémentaires qui ont permis de mettre d'héberger, de mettre à l'abri notamment des familles. Et je le disais tout à l'heure, les personnes qui restent dehors aujourd'hui sont vraiment les personnes les plus marginalisées, mais on a quand même pu ouvrir un nombre de places conséquent, il faut le souligner. Là où ça reste très compliqué, ce sont pour les personnes dites roms, où on a encore un certain nombre de campements, de petits bidonvilles sur la métropole lilloise, avec des familles entières qui vivent dans des conditions sanitaires effroyables et qui n'ont pas pu bénéficier d'un hébergement. Et concernant le Nord-Pas-de-Calais, ce qui reste très préoccupant, on parlait des migrants tout à l'heure, c'est environ les 1500 exilés du littoral entre Grande-Synthe et Calais. Pour la plupart d'entre ces personnes, elles restent dans des conditions absolument effroyables pour un tas de raisons diverses, qui sont à la fois liées à une inadéquation de la proposition qui leur est faite, à la poursuite du harcèlement policier et puis au désir qu'elles ont de passer en Angleterre. Et en ce moment, il y a du passage, donc elles souhaitent rester et tenter leur chance, j'ai envie de dire. En tout cas, pour ces populations, la situation, elle reste sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais absolument préoccupante. Sur la métropole lilloise, il y a eu véritablement un bel élan et une belle organisation qui ont permis d'ouvrir des places supplémentaires. La question, c'est comment on fait en sorte que ces lieux d'hébergement aujourd'hui s'adaptent aux personnes les plus en difficulté. Bien souvent, ce sont des lieux où on a voulu, et c'est louable, confiner les gens de manière un peu stricte, ce qui fait que les personnes qui sont les plus éloignées et pour qui, j'en ai parlé tout à l'heure, ce confinement n'est pas tolérable, en tout cas dans un premier temps, bien souvent, des fois, elles y vont et puis elles en ressortent parce qu'elles ne supportent pas le règlement intérieur, l'impossibilité de sortir après 19 heures. Donc, toute l'idée maintenant, c'est peut-être de pouvoir adapter ces lieux pour permettre aux gens les plus éloignés de ne pas les quitter. Et puis aussi, la question, ce sera quid de l'après, parce que voilà, on a mis à l'abri plusieurs centaines de personnes et c'est louable et c'est super et il faut souligner cet effort. Qu'est-ce qu'on va faire après le 11 mai ou fin mai de ces personnes? Est-ce qu'il va y avoir un vrai virage? Voilà, de ne pas remettre ces gens dehors, ou est-ce qu'on va revivre comme une fin de veille saisonnière et une remise à la rue de ces personnes? Ça, c'est une vraie question pour nous aujourd'hui. Alors voilà effectivement une bonne question, l'après-confinement, dans la mesure où il y aura un après-confinement, parce qu'on nous annonce effectivement une crise qui risque de durer plusieurs mois. Voilà. Moi, je lisais récemment une interview de Véronique Fayet du Secours catholique qui disait qu'elle s'attendait à avoir des populations fracassées par le confinement. Vous, Arnaud, par rapport aux habitants des cités, à quoi vous vous attendez quand les personnes auront la possibilité de ressortir, de reprendre le fil normal de leurs activités? Moi, pour être très, très concret et très factuel, je sais qu'en tout cas, l'intervention du président de la République, là, il y a quelques jours, en donnant la date du 11 mai, a fait deux sentiments un peu opposés. En tout cas, c'est ce qu'on a recueilli auprès des familles et avec lesquelles nous sommes en contact. Deux choses. D'abord, de l'espoir, en se disant, voilà,
c'est bientôt fini et tout ce qu'on vit et tout ce qui est compliqué pour nous, on va pouvoir ressortir, et notamment pour tous ceux qui vivent dans des espaces qui sont très petits, très réduits, tous ceux pour lesquels il n'y a pas de continuité pédagogique possible. Et donc, ils voient ce 11 mai avec voilà, beaucoup de joie et d'espoir. Et puis, dans le même temps, beaucoup d'inquiétude. Et en tout cas, il y a beaucoup de familles qui nous ont dit, mais nous, si on a joué le jeu, parce que je vous disais tout à l'heure que beaucoup de familles ne sortent pas, et c'est même ne sortent pas du tout, et c'est même une des difficultés, hein. Et beaucoup nous ont dit, mais en fait, nous, ce n'est pas pour remettre nos enfants à l'école dès le 11 mai. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations, en tout cas de ces familles-là. Comment ça se passera? Ce qui est sûr, en tout cas, et c'est ce que j'ai dit dans mes propos préliminaires sur un des cas de cris. Un des cas de cris, c'est l'école à la maison, hein, et c'est l'enjeu de cette continuité pédagogique. Et donc, je pense qu'un des enjeux, mais on le voit bien que à la fois le ministère de l'Éducation et puis tout le monde est très sensible en se disant qu'est-ce qu'il va falloir inventer en mai, en juin, en juillet, en août, et puis peut-être même l'année prochaine, hein, pour reproposer des modalités d'action qui seront peut-être différentes de celles jusqu'à présent, de soutien, de choses, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de familles qui ont du mal à laisser leurs enfants revenir à l'école, en tout cas juste après le 11 mai, ou en tout cas dès que c'est possible. Donc, je crois que et l'école et l'ensemble des associations qui sont autour, on va devoir réinventer quelque chose de différent. Ça, c'est sûr, sûrement, et peut-être aussi, et on commence, nous, à imaginer la suite en termes d'accompagnement. Nous, on faisait l'accompagnement à la scolarité en physique. On est en train de se dire que peut-être, en parallèle, il faudra aussi proposer un accompagnement à distance dans des créneaux différents pour compléter, en tout cas, et puis peut-être pour assurer toute cette continuité pédagogique qui n'aura pas complètement eu lieu. Et puis, un des très jolis signes, hein, c'est que nous, on a des dizaines et des centaines de bénévoles qui ont frappé à la porte, hein, de toute la France et qui nous ont dit, mais en fait, nous, on peut donner 1 heure de notre temps tous les jours, voilà, pour faire ce lien social avec une famille, avec un enfant. Donc là, j'espère qu'au mois d'avril, on va arriver à peu près à 500 ou 600 bénévoles qui font ça 1 heure par jour. Et on est en train de réfléchir, est-ce qu'il ne faudra pas le continuer? Voilà. Donc ça, c'est en tout cas, c'est des bonnes nouvelles de cette solidarité nouvelle. Alors Vincent, est-ce que de votre côté, dans les foyers, par les structures d'hébergement que vous avez, cette date du 11 mai, qu'est-ce qu'elle représente pour les personnes que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a aussi, du coup, une indifférence, de l'espoir, de l'inquiétude par rapport à… Écoute, je pense que, comme tout le monde, les personnes qu'on rencontre qui sont hébergées, elles ont hâte de voir cette période se terminer. Pour moi, la vraie question, c'est quid des moyens qui vont être donnés dans le temps pour lutter contre le sans-abrisme. Cette crise, elle a vraiment mis en lumière, mais ce n'est pas nouveau parce que c'est quelque chose que les associations essayaient de pointer depuis un moment, le nombre de personnes qui sont privées de domicile et je dirais la faiblesse des moyens financiers, hein, notamment, qui sont mis face à cette situation. Le souhait de l'ensemble des acteurs, c'est qu'il y ait une vraie politique de fond qui, nous, on est très heureux des velléités en ce moment autour de la politique du logement d'abord, mais quels vont être les moyens de fond dans la durée, dans une période qui va être compliquée économiquement, qui vont être mis pour lutter durablement contre le sans-abrisme. Si fin mai, toutes les personnes qui ont été mises à l'abri, et c'est heureux pendant cette période, sont remises à la rue, ça va être une catastrophe. Nous, on craint aussi beaucoup un certain nombre d'arrivées de personnes à la rue parce que cette crise, elle va fragiliser les plus précaires et peut-être qu'il y aura des gens qui ne vont pas pouvoir joindre les deux bouts et qui risquent de perdre leur domicile à nouveau et se retrouver dehors. Donc, je pense qu'il va y avoir des vrais choix de société qui vont devoir se faire.
Et là, c'est un peu l'interrogation. Aujourd'hui, il y a eu cette période où il y a eu beaucoup de solidarité et de moyens aussi, il faut le dire quand même, qui ont été mis pour répondre à la crise. Je pense qu'il va falloir maintenant pouvoir en effet se pencher sur l'après et sur le moyen long terme. Et là, c'est une page blanche qui va s'ouvrir. Je n'ai pas les réponses, mais si on veut, si on veut faire face durablement, il va falloir, je l'espère, qu'il y ait un vrai virage qui soit pris. Et peut-être que ces crises, il faut l'espérer, sera révélatrice de ce besoin qu'il y a de changer de modèle de société. En tout cas, c'est notre espérance. Alors Arnaud, par rapport au lien, justement, vous êtes arrivé au Rocher avec ce projet de créer des ponts entre les cités et puis l'autre rive de la société. Vous, par rapport à l'évolution des politiques sociales, demain, vous disiez que vous étiez dans des quartiers prioritaires pour la politique de la ville. Vous, comment vous voyez les choses demain est-ce qu'il y a un besoin de rénover, de refonder ces politiques, de les appliquer différemment? Voilà, qu'est-ce qui doit pouvoir demain changer à ce niveau-là? Alors, c'est sûr, certains nomment ces quartiers des concentrations urbaines des pauvretés, hein, et moi j'ai envie de dire de pauvreté au pluriel, malheureusement, et de manière sinistre. On parle beaucoup de fractures sociales. En fait, ce qu'on voit bien et ce que cette crise révèle, c'est un certain nombre de fractures qui sont des fractures numériques. D'abord, on voit des fractures liées au logement, on voit des fractures liées à la langue. Donc, je pense que, en tout cas, pour parler de ces quartiers, c'est sur l'ensemble de ces thématiques et de ces problématiques qu'il faut œuvrer. On a beaucoup parlé de l'école aussi, en tout cas en termes de continuité pédagogique. Donc, c'est sur l'ensemble de ces thématiques qu'il faut œuvrer. Moi, ce que j'espère, mais malheureusement, l'ensemble des dernières décennies nous ont montré que de manière assez régulière, il y avait le Zoom et en tout cas des projecteurs sur ces quartiers-là. Ce que j'espère, c'est que, comme le disait Vincent par rapport aux personnes sans domicile, j'espère que cette crise, en mettant les projecteurs sur ces quartiers-là, fera émerger un monde de demain qui sera un peu différent. J'appelle de tous mes voeux, mais c'est sur l'ensemble, en tout cas, de ces dispositifs, des dispositifs de politique de la ville, que ce soit le logement, l'école ou autre, qu'il faut avoir un changement de regard. Et puis moi, je crois beaucoup aussi, mais c'est aussi lié à mon chemin personnel, et moi venant aussi de grands groupes, je crois beaucoup aussi à un enjeu d'une société plus solidaire en faisant que tout le monde change de regard aussi. Voilà. Et ça, j'y crois beaucoup, et que ce changement de regard permette aussi un changement de société. Voilà. Mais pour ça, il faut faire tomber nos peurs, il faut aller à la rencontre en fait, de tous ces habitants, parce que tous ces habitants, en dehors même de cette crise, et quelqu'un me le disait en fait en disant on était déjà un peu confinés, alors on n'était pas confinés dans notre appartement, mais en fait on était confinés dans notre quartier ou dans notre cité, et on était à 10 km de Paris, et en fait on n'allait jamais à Paris parce qu'en fait on ne sait pas, on n'y arrive pas, on a peur. Donc que cette crise-là en tout cas nous dise changeons notre regard sur ces personnes, sur ces lieux, sur ces quartiers, et je pense que c'est aussi de là que gagnera une partie de la bataille, au-delà des politiques publiques. C'est ce changement de regard qui, à travers les entreprises, qui, à travers un certain nombre de choses. Notre enjeu, c'est vraiment aller à la rencontre de l'autre, de l'autre qui est différent, qui peut être différent par son origine, par sa culture, peut-être par sa religion, mais qui est en tout cas une très grande chance et une très grande source de solidarité pour demain. Et ça, c'est un de nos combats. Et en faisant le choix d'aller habiter dans ces quartiers, c'est vraiment pour ça. Voilà, c'est vraiment pour ça. Et moi, je resterai en tant qu'association très engagée, avec un engagement d'un accueil inconditionnel, donc citoyen. C'est notre… Aujourd'hui, c'est notre credo, et on y croit profondément. Et ce qu'on veut, c'est témoigner, d'abord pour rendre compte de ce que les habitants vivent, et témoigner choisissant un regard d'espérance pour se dire, en fait, c'est possible, mais pour que ça soit possible, en fait, il faut y aller. Et il faut aller habiter,
et il faut recréer, et en tout cas ce souffle nouveau. Et j'espère que la fin du confinement nous permettra, et cette prise de conscience globale, voilà. Alors, notre live va arriver à... Merci Arnaud. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, Allô, allô, allô? allô? moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Je vais me rapprocher. Moi j'entends très bien Vincent. Mais... Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend, Frédéric. Est-ce que oui, parce que j'ai une connexion Internet qui est instable, donc je vais me déplacer dans ma... Invite à nous suggérer pendant ce temps de confinement lecture qui vous demande. Voilà ce que vous auriez envie de, à la fois de nous poser comme lecture et puis peut-être un dernier que vous voudriez adresser à nos... Vincent, est-ce que vous voulez commencer Allô, pour, allô? Oui, moi je Alors, vous entends. Peut-être Vincent qui pourrait commencer sur un livre. alors oui, alors je suis pas sûr d'avoir tout entendu ce qu'a dit Frédéric, mais j'imagine qu'il nous pose la question d'un dernier message et d'un livre, en effet. Moi, je suis très en ce moment inspiré par un livre Allô, allô? Vous m'entendez? Alors moi j'entends très bien. Bon, alors je vais poursuivre. Très inspiré par un livre de Michel et Colette Collard-Gambier qui s'intitule « Et si les pauvres nous humanisaient ?» Et je voulais juste en lire deux phrases qui vont faire écho à ce que tu as dit, Arnaud, à la fois sur cette question de changement de regard, d'inconditionnalité de l'accueil, et qui fait écho aussi à ce que je disais sur la pauvreté relationnelle des personnes privées de domicile. Donc le livre, c'est « Et si les pauvres nous humanisaient ?» Et Michel et Colette écrivent ceci. Pourquoi sommes-nous toujours plus émus par le dénuement matériel des pauvres que par leur détresse existentielle? Pourquoi sommes-nous toujours plus enclins à résoudre leurs problèmes qu'à entrer en relation personnelle avec eux? Être exclu, ce n'est pas d'abord manquer de nourriture ou d'un toit, mais c'est fondamentalement ne pas avoir de place, une place signifiante au sein de la communauté humaine. C'est pourquoi il y a urgence à passer d'une charité secourable à une présence qui se propose et qui se dispose à entendre et à recevoir pleinement la parole, la pensée, l'amitié de ceux-là même que nous pensons devoir aider. Voilà, et ça fait écho à ce que tu disais, Arnaud, sur le changement de regard et cette invitation à rencontrer ces personnes et à se nourrir aussi de ce qu'elles peuvent apporter à la communauté humaine. Voilà. Bon, alors Vincent, on ne s'était pas concerté. Moi, j'ai rouvert un livre de Michael Lonsdal qui s'appelle Luc, mon frère. Luc, c'est un des moines de Tibérine. Et il y a deux choses, en tout cas, qui, moi, refont écho par rapport à ce que tu viens de dire. C'est d'abord, tout au début du bouquin, Michael Lonsdal dit comment est née cette vocation à l'amour. Voilà, et je crois qu'on est tous appelés, en tout cas, à cet amour et à cette vocation. Et puis plus loin, mais je ne vais pas forcément vous lire, mais il y a marqué soignez tout homme. Et on voit bien que, en tout cas, ce moine, Luc, au-delà de soigner, son enjeu, c'est d'être une présence. Voilà, une présence gratuite et qui, avant d'être une présence de médecin, était d'abord une présence de chaleur et de relation. Et je crois, à travers, à la fois c'est l'expérience, la tienne, Vincent, et puis ce que modestement on essaie de faire, je crois que c'est l'enjeu numéro un. Hein. C'est d'aller à la rencontre des hommes et de ces femmes et Alors, ensemble qu'on recrée cette société plus juste et plus fraternelle. alors, j'ai eu de gros problèmes avec ma connexion Internet là, depuis 3 minutes, donc je ne sais pas trop ce que vous avez pu raconter, mais vous avez entendu ma suggestion d'introduire et de proposer un livre. Hein. Là, j'ai plus les images, donc c'est compliqué. Je voudrais vous remercier pour avoir accepté mon invitation de venir témoigner pendant cette heure de ce que vous vivez l'un et l'autre dans vos engagements respectifs.
Arnaud dans les cités et Vincent auprès des personnes de la rue. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sur les sites de la Beige et du Rocher, voir ce que ces deux associations proposent et comment vous pouvez évidemment leur venir en aide. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau live, vraisemblablement sur les questions d'enjeux spirituels liés à ce confinement. Merci et bon dimanche. Merci. Salut Arnaud. Salut Vincent.